Et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur Massen Job on Air. Aujourd'hui, invité de taille, bon, premier podcast littéraire avec le journaliste sénégalais Mam Gorngom, journaliste auteur qu'on connaît bien sûr à travers les réseaux sociaux et ses publications. Mais il revient avec une autre parution après Biais de salon comme biais. Et aujourd'hui, c'est Biais de départ. Je pense qu'on va avoir une discussion intéressante, Mam Gorngom. D'abord, bonjour Mam Gorngom. Bonjour Massen. Mhm. C'est un plaisir d'être invité chez Massen Job On Air. C'était le plaisir est partagé. Déjà, une question de façon triviale, hein, entre guillemets, peut-être juste pour que vous présentiez, pour qu'on en sache davantage sur Mam Gorngom, votre parcours académique, professionnel. Oui, un résumé simple de mon parcours professionnel et académique. Mhm, On commence par le parcours académique. C'est un parcours classique, hein. mhm, Euh, le lycée, le bac, mhm, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le mhm, bac à Bambey, bien sûr, mhm, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, mhm, des études en lettres. mhm, Euh, le CESTI, le Centre d'études des sciences techniques de l'information et de la communication, mhm, un petit retour à l'université après, quand je me suis inscrit en maîtrise, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de master, on disait maîtrise. mhm, Quand je me suis inscrit en maîtrise en communication au CESTI, mhm, après avoir obtenu le diplôme supérieur de journalisme, mhm, je suis revenu à Gaston Berger, à ce régime particulier, mhm, pour faire des études en sciences politiques et relations internationales. mhm, mhm, Donc ça, c'est le parcours mhm, académique, mhm. diplômé en lettres et en sciences politiques et relations internationales. Mashallah. Euh, Mhm, le, le parcours professionnel, j'étais ancien rédacteur en chef du journal Le Matin de mhm, Baba Tandian, mhm, l'ancien matin qui n'existe plus, malheureusement. Le mhm. matin est à l'origine de beaucoup de journaux ici. Absolument. Mamlet Mhm, Camara était mhm. Tout à fait, le voilà. directeur de publication Ouais. de même que Boubacar Boris Diop, Ouais, de grosses pointures, Pape ouais. Sambakan. Donc, de grosses pointures au matin. Bon, j'étais rédacteur en chef de ce journal. Mhm, Bon, après le départ, bien sûr. Après, à la suite, je suis devenu rédacteur en chef du journal La Tribune. mhm, D'ailleurs, je fais partie des fondateurs, si je peux m'exprimer ainsi, mhm, de ce journal du groupe des médias. mhm, Par la suite, je suis devenu directeur de publication d'un quotidien, La Cloche, mhm, avant d'être rédacteur en chef adjoint d'Africa Tchèque. mhm, Africa Tchèque, mhm, c'est un organisme mhm, de fact-checking mhm, basé en Afrique du Sud, mhm, mais qui fait du fact-checking, c'est-à-dire de la vérification des faits. mhm, Donc, aujourd'hui, je suis formateur, mhm, je suis auteur, mhm, je suis consultant à mes heures. Bon, mhm, je pense que c'est assez en résumé mon parcours professionnel mhm. et académique. Ah ouais, bien résumé, Mam Gorngom. Mam Gorngom, pour vraiment entrer dans le vif du sujet, bon, si on fait des fautes, on va corriger, hein. Juste pour taquiner, hein. D'accord. Mam Mhm. Gorngom, Biais de salon, c'était vraiment un décryptage des événements de février et mars 2021, avec notamment l'affaire du salon, bien sûr, de salon de massage, l'affaire Adissar Ousmane Sonko. Sans oublier la gestion approximative de la COVID-19 par les autorités du Sénégal. Il y a eu beaucoup aussi de dégâts collatéraux de cette pandémie sur les Sénégalais. Mais qu'en est-il de cette nouvelle parution? Biais de départ. Il y a toujours le bien que ce n'est pas la même écriture. Quelle est la quintessence de ce livre et quelles ont été les motivations de la sortie d'une telle publication? Comme tu le dis, Massen, Mhm, billets de salon, c'était des billets, c'est-à-dire BIDLETS, mhm, un genre journalistique, comme je l'explique souvent, un mhm, genre journalistique à l'image de l'analyse, à l'image du compte-rendu, à l'image du portrait. C'est un genre journalistique, comme il y a des genres littéraires. mhm, Donc, un billet, c'est un genre journalistique. mhm, Bon, je tenais à écrire des billets autour du salon, c'est mhm, pourquoi je l'avais introduit comme ça. Le mhm, salon, c'était le salon de massage, bien sûr. mhm, Mais les billets aussi ont été écrits de mon salon, parce mhm, qu'on était en pleine Covid-19, en mhm, semi-confinement. mhm, Il y avait relativement du temps pour écrire et pour voir ce qui se passe à l'intérieur. mhm, Mais ça allait au-delà même du salon de massage.
Donc, comme tu l'as dit, on parlait de beaucoup de choses, de la pandémie, de la gestion approximative de la pandémie de la COVID-19, des dégâts et tout. Donc, après billet de salon, bien sûr, bon, j'ai jugé nécessaire de revenir. Bon, billet de départ peut être une continuation de billet de salon, mais billet de départ, c'est autre chose, parce que c'est écrit autrement, parce que c'est BIAIS. Parfaitement. BIAIS, et on parle du départ. Le départ, c'est le départ du président Macky Sall, qui avait lui-même dit qu'il en était à son second et dernier mandat. Je pense qu'il avait écrit dans un livre, avant même 2019, il avait dit qu'il en était à son second et dernier mandat. Malheureusement, les choses ne se sont pas produites comme prévu. On a senti qu'après 2019, le président a maintenu le flou autour de sa candidature. C'est pourquoi, avec le recul, je me suis dit, et tout ce qui s'est passé après 2019, ce qui s'est passé, l'affaire Sonko, la question de la candidature, les nombreux problèmes, les dégâts matériels, les morts et tout, c'est pourquoi j'ai pris un recul pour expliquer que le départ, c'est un départ qui a été biaisé. Le départ de Macky Sall a été biaisé parce qu'il a annoncé récemment son départ. On l'attendait, mais il a attendu le dernier moment pour annoncer son départ. C'est pourquoi que je me suis dit que le départ est biaisé. C'est pour cela que j'ai intitulé le livre Billet de départ. Bien sûr, Billet de départ parle du départ de Macky Sall, il parle du second et dernier mandat de Macky Sall, mais il parle aussi de tous les sujets d'actualité au Sénégal et même en Afrique. Parce que je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ça. On aborde beaucoup de sujets liés à la gestion du Sénégal, liés au fonctionnement du Sénégal, liés à l'Afrique de l'Ouest, comme je l'appelle, à l'Afrique, au-delà de l'Afrique de l'Ouest, parce que j'ai parlé du Soudan aussi. Je pense qu'on va revenir sur tout cela. Absolument, donc, Billet de départ, c'est un livre qui parle du départ de Macky Sall, certes, mais qui parle d'autres sujets qui intéressent les Sénégalais, qui intéressent les Africains et qui intéressent l'humanité. Absolument, c'est assez transversal comme démarche avec tous les sujets que vous avez énumérés. Est-ce que vous pouvez juste choisir quelques grandes lignes pour présenter avant qu'on aille dans le fond, quelques grandes lignes, peut-être des sujets ou bien des chapitres qui concernent davantage le Sénégal, l'Afrique. Je vous laisse le choix. Je pense que le chapitre 1, par exemple, sur place, concerne le Sénégal. Parce qu'on se rend compte de plus en plus que c'est la danse du scalp au Sénégal sur le plan de la gestion. J'ai parlé de la gestion des inondations. Le livre débute par un accident, un drame, le drame de 6 kilos. Pourquoi il y a eu ce drame de 6 kilos? Parce qu'auparavant, il y avait le drame du Diola. Mais on n'a pas appris des leçons du Diola. C'est pourquoi ce qui s'est arrivé à 6 kilos a été une catastrophe nationale. Il y avait des jours de deuil. Mais juste après les journées de deuil, il y avait un autre drame à Nguensar. Et dans les mêmes conditions et presque pour les mêmes causes. Donc, c'est pourquoi je l'ai intitulé Sur place, parce qu'on ne bouge pas. La manière de gérer les choses ici au Sénégal, plus qu'ailleurs, et on ne peut plus approximative. C'est-à-dire, on prend des mesures, on exhibe des sanctions, on ne sanctionne personne, et tout le monde revient c'est le retour à la case départ, on paye ce qu'on faisait, et ce qui était à l'origine de notre drame sont toujours là, et à n'importe quel moment, une catastrophe peut se produire au Sénégal. Malheureusement, parce que nos vieilles habitudes sont là, têtues, et que nos gouvernants ne prennent pas les responsabilités ou bien ne donnent pas le bon exemple pour être suivis. Bon, au-delà de cet accident, j'ai parlé des inondations, la gestion des inondations. Aux premières heures du règne de Macky Sall, le président lui-même avait éliminé le Sénat parce qu'il y avait des inondations dans la banlieue de Karouaz. Absolument. Abdoulaye Wade avait créé Jahaï, le plan Jahaï et autres pour gérer les inondations. Mais ça n'a pas été géré, même si ce sont des actes qui ont été posés. Il y a même eu le plan décennal de gestion. 750 milliards, plus de 750 milliards, je l'ai dit dans le livre. Mais on ne sait pas si l'argent a été bien utilisé, on ne sait pas si l'argent a été utilisé
ou bien si l'argent a été utilisé à bon escient. Je pense que tout cela, je viens sur tout cela dans le livre. Il y avait Jaxaay, et c'était une bonne initiative, mais c'est une catastrophe. Jaxaay, ça a été une catastrophe. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de détournements, il y a des autorités qui ont été épinglées et tout, mais ça n'a pas donné grand-chose. Macky Sall est venu avec son plan, mais jusqu'à présent, même si on peut reconnaître qu'il y a des améliorations, mais jusqu'à présent, dans les pays normaux, les gens attendent avec beaucoup d'espoir les pluies. Mais ici, à Dakar, on redoute la pluie, on redoute la saison des pluies, parce qu'il y a des facteurs combinés entre les responsabilités des gouvernants et aussi les responsabilités, il faut le dire aussi, de certains de nos concitoyens, de nous, parce qu'ils ne peuvent pas faire partie des Sénégalais. Et donc, je fais partie de ces gens-là. Donc, c'est ce qui fait que nous vivons les mêmes situations. Nous allons de mal en pis, et c'est pourquoi je l'ai intitulé ce chapitre sur place. Sur place, absolument. Absolument. De mal en pis, le Sénégal, à l'heure du dérèglement climatique, les inondations, ça fait peur avec le tableau synoptique que vous venez de faire. Déjà, si on comprend bien, Mame Goor Ngom, dans ce livre-là, c'est Macky Sall le personnage principal, le maître du jeu, si je peux m'exprimer ainsi. Justement, pour paraphraser votre préfacier Sidi Diop, si je ne me trompe, il s'appelle Sidi Diop. Vous essayez dans ce livre-là, il vous décrit même comme un écrivain de l'instant, c'est ça? Oui, Sidi, c'est un de nos aînés qui est au Sud, mais qui a été rédacteur en chef du journal Nouvel Horizon, du magazine Nouvel Horizon, et qui est aussi auteur. Je pense qu'il a utilisé une belle expression, l'écrivain de l'instant. Parce qu'on dit souvent que les journalistes sont des historiens du présent, donc des historiens de l'instant. Nous, on n'écrit pas l'histoire, on n'écrit pas sur l'histoire, ce qui s'est passé, mais on écrit sur le présent. Moi, je me veux un journaliste qui observe la société, qui a le privilège d'observer la société, qui a le privilège de suivre les évolutions de la société sénégalaise, au-delà de la société sénégalaise, les évolutions de la société africaine, sous-régionale et autres. Donc, j'ai le privilège aussi souvent d'écrire des articles sur ce qui se passe. Donc, c'est pourquoi, bon, il a dit un écrivain de l'instant. Quand vous lisez les livres, vous pensez que ce sont des choses qui se sont passées aujourd'hui. Je n'écris pas. Même s'il y a des références au passé, on ne peut pas écrire aujourd'hui sans référence au passé. Je pense que c'est pourquoi même les journalistes doivent avoir une vaste culture générale pour pouvoir écrire. Parce qu'on n'écrit pas, nous ne sommes pas aussi des entonnoirs qui en dégradation, qui laissent tout passer. Nous, on doit avoir des filtres, on doit être actif, on ne doit pas être passif. On doit dominer l'information pour imposer nos points de vue ou bien pour imposer nos analyses. On ne doit pas laisser n'importe qui dire n'importe quoi et qu'on divulgue n'importe quoi. Je pense que nous ne sommes pas des taskatou khabar, comme on le dit. Notre rôle ne se limite pas à donner de l'information comme ça, de l'information souvent brute. Il n'y a pas de filtre, il n'y a de rien. Il y a un manque de responsabilité. Donc moi, je me veux quelqu'un qui analyse la société du présent et qui se projette vers l'avenir pour que les Sénégalais, ceux qui lisent les lecteurs, pour qu'ils fassent leur propre opinion. Parce que quand on analyse aussi, ce n'est pas qu'on dit la vérité. On ne dit pas la vérité. On n'a pas l'apanage de la vérité. Ça, c'est sûr. On n'a pas la prétention de montrer la vérité. Mais on analyse une situation à partir des faits avérés. Et ce sont des Sénégalais, ce sont les lecteurs qui ont de la raison, qui ont de l'intelligence, qui vont lire et apprécier, et chacun va se faire sa propre religion. Absolument. Déjà, je parlais de votre préfacier. Justement, je vais le paraphraser. Il dit que vous vous essayez dans cette œuvre-là à une observation narrativisée des mœurs d'un Sénégal, pays de paradoxes, de promesses multiples, de déni bruyant, de vices assumés et de vertus étouffées. À avoir cette belle envolée lyrique, quelle est la part de responsabilité justement historique du président Macky Sall avec les péripéties de son second et dernier mandat? On a connu Ablaye Wade avec son Wakhet. Je pense sur le plan historique, on attendait Macky Sall ailleurs que dans certaines élucubrations et machiavélisme politique normalement.
Oui, on parle souvent de Macky Sall de 2019. Beaucoup sont déçus, beaucoup ont été surpris par son attitude. Mais je pense que le tournant de la gouvernance de Macky Sall, c'est vers les années 2015 et autres. Quand de Catherine, il a dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Absolument. Je pense que si vous vous rappelez cette déclaration, c'était à Catherine, dans le cadre d'un conseil des ministres décentralisé, je pense bien, où il avait dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et il avait fait l'apologie de la transhumance. Et tout le monde sait que Macky Sall, il est élu parce que les gens ce n'était pas parce que Abdoulaye Wade avait fait un très mauvais bilan, mais c'est surtout le bilan immatériel d'Abdoulaye Wade qui faisait défaut. Et c'est surtout cette volonté qu'on lui prêtait de vouloir mettre en exergue son fils pour qu'il soit président. Je pense que ça, c'est ce qu'on reprochait particulièrement à Abdoulaye Wade. C'est ça, la dévolution monarchique du pouvoir, absolument. C'est ce qu'on appelait à tort ou à raison la dévolution monarchique du pouvoir. Donc, à la fin, c'est la troisième candidature. Il a forcé pour avoir une troisième candidature. Les gens l'ont sanctionné pour tous ces facteurs. Macky Sall, il est venu, il a parlé de gouvernance sobre et vertueuse. Il a sorti une très belle expression. La patrie avant le parti. Le Yonu Yokute. Mais le Yonu Yokute. Il y avait vraiment de l'espoir parce que même son parti APR, c'était d'abord l'APR Yakar, comme le disait Mbaye Ndiaye souvent avec beaucoup d'émotion. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que le Macky Sall de 2012 est foncièrement différent du Macky Sall de 2019 et du Macky Sall de 2021. Le président qui était né après les indépendances, qui devait être ouvert, qui devait vraiment changer le visage du Sénégal. Non pas sur le plan des infrastructures seulement, mais sur le plan de la gestion, de la moralité. Mais c'est ce président qui a complètement changé, qui a voulu réduire l'opposition à sa plus simple expression et qui s'est heurté, malheureusement pour lui, sur quelque chose de rigide. Après avoir gagné la présidentielle de 2019, il s'était dit que, bon, ça y est, je vais gérer Ousmane Sonko, Idriss Seck va venir, il va rallier. Donc, Idriss Seck et moi, nous comptons peut-être 86% de l'électorat, comme il l'avait dit. Il avait additionné les scores du premier et du second de la présidentielle de 2019. Alors que ce n'était pas linéaire. Après est venue l'affaire Sonko, il a passé la majeure partie de son temps, de son second et dernier mandat, comme je l'ai dit, à gérer une affaire. 2021, jusqu'à aujourd'hui, il a passé tout son mandat à gérer une affaire. Et le ralliement de Seck a été une aubaine pour Ousmane Sonko, qui a résisté jusqu'au dernier moment, même s'il est en prison. On se rend compte de plus en plus qu'il a cette force. Jusqu'à présent, il a. C'est comme si, on va être un peu compliqué. C'est comme s'ils ont fabriqué vraiment, entre parenthèses, un Frankenstein politique. Je ne sais pas, parce que Ousmane Sonko est devenu une bête politique. À force de vouloir tirer sur lui, de ne pas gérer les autres affaires et de se focaliser sur lui, il y a une bête politique qui a émergé. C'est pourquoi on ne peut pas réduire l'opposition à sa plus simple expression. En démocratie, il faut une opposition forte, il faut une presse forte, il faut une société civile forte, il faut des gens forts, des observateurs qui sont là et qui observent. Je pense que c'est ça le charme de la démocratie. Mais si en démocratie, si on veut faire tomber tous les piliers, la justice, la presse, il n'y a plus d'opposants. Donc, mais fondamentalement, il y aura quelqu'un pour faire face. C'est ce qu'on appelle, je l'ai dit dans le livre, la nature a horreur du vide. Absolument. Mais je ne sais pas, je sais pas. Le vide profite à l'horreur. Donc, ce qui s'est passé, et je pense que Macky Sall est responsable de ses propres turpitudes. Aujourd'hui, il est là et il a longtemps maintenu le suspense sur son départ. Il l'a annoncé. C'est une bonne chose. Les gens ont applaudi parce qu'en Afrique, si un président renonce à un mandat, comme il le dit, entre guillemets, les gens applaudissent. Mais
il n'a pas les dividendes de son renoncement. Aujourd'hui, il est obligé d'être en colère, de taper sur la table, de demander à ses militants de faire face aux opposants. Donc ça il ne devait pas être malheureux. Macky Sall, il ne devait pas être malheureux parce qu'il a suivi Wade. Qui était son père, qui a tout fait pour lui. Il a suivi la chute de Wade. Donc il devait apprendre les leçons de la chute de Wade. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Ceux qui l'entourent pensent que Macky Sall est peut-être éternel, alors que nul n'est éternel. Après la présidence, Macky Sall aura une autre vie. Comme Abdoulaye Wade, il était brillant, il a une autre vie. Et Senghor, il est brillant, il était brillant et tout. Après la présidence, il a une autre vie. Il ne pouvait pas continuer à gérer le pays. On ne peut pas être président et ex-président, un ancien président et continuer à gérer le pays. Il n'aura aucune prise sur le pays après son départ. Ça, c'est clair. Donc, il faut que ces militants, il faut que tout le monde sache que Macky Sall, il a fini sa mission avec des points positifs et des points négatifs, comme dans toute œuvre humaine, et qu'on tourne la page pour aller dans des perspectives beaucoup plus glorieuses. Absolument. Mabou Ngom, pour utiliser quelques hyperboles, Wade parlait de despote éclairé. On peut user des superlatifs ou bien des formules très fortes pour traiter peut-être de potentat, n'importe quelle chose, mais à y voir plus clair, le machiavélisme, entre guillemets, de Macky Sall par rapport à l'affaire Ousmane Sonko a payé, parce que si je comprends bien, l'affaire Adji Sarr et la corruption de jeunesse semblent avoir raison du leader du PASTEF qui est presque sorti du jeu politique, entre guillemets. Est-ce que cela ne donne pas un boulevard tout tracé pour celui que vous appelez dans le livre, je ne sais pas si vous parlez de lui, les curieux dauphins? Si c'est Amadou Ba, récemment, il a même fait un voyage diplomatique en France. Premier ministre, candidat de l'APR Yakar, avec tous les services de l'État, tout l'appareil de l'État. Bon, je pense qu'il serait imprudent de conjuguer Ousmane Sonko au passé. Comme le dit d'ailleurs notre préfacier. Il a cultivé une conscience civique et politique très aiguë chez les milliers de jeunes, jadis en retrait de la scène politique. Ils ont adhéré avec la force de la conviction à son mandat contre ce système qui serait le tombeau de toutes leurs aspirations. Si le champion ne prend pas part à la prochaine présidentielle, ils feront en sorte qu'il pèse sur les résultats. Un faiseur de loi qui pourrait échanger un mot d'ordre de soutien contre sa future réhabilitation politique. Je pense que c'est clair. Ousmane Sonko peut ne pas être candidat à la présidentielle, mais il va participer indirectement ou directement à cette présidentielle. Et il sera un point essentiel à la présidentielle de 2024. Ça, c'est indéniable. Je pense que ceux qui analysent pour dire qu'on l'a sorti du jeu politique et autres, je pense qu'ils se trompent. Mais vous avez vu ce qui s'est passé récemment? Il a demandé d'aller parrainer l'autre, Bassirou Diomaye Faye. Les gens, il y a l'engouement autour de lui. Et même si Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui est écarté, celui qui viendra après peut avoir beaucoup plus de force que Bassirou Diomaye Faye et même Ousmane Sonko. Parce qu'eux, ils n'écoutent pas que le leader Ousmane Sonko. Et il y a des Sénégalais qui ne sont pas de PASTEF, qui ne font même pas de politique, mais qui peuvent être en colère parce qu'ils peuvent sentir que l'objectif du pouvoir est de tout faire pour écarter l'opposant numéro 1, non pas l'opposant numéro 1 du régime seulement, mais pour écarter son parti de la course à la présidentielle. Je pense que dans une démocratie, il faut qu'on soit sérieux. Dans une démocratie, on ne peut pas écarter le parti le plus représentatif bon, je ne dirais pas parce que je n'ai pas de statistiques. Mais c'est ça la clameur. Mais ce qui est clair, ce qui est clair, c'est l'opposant numéro 1 du régime. Ça, c'est clair. Pour le parti le plus représentatif, c'est pas ce qu'on peut discuter autour de ça parce qu'on n'a pas de statistiques, même si les élections, le passé n'était pas allé seul aux législatives, de même qu'au local. Donc ça, mais ce qui est clair, c'est que Ousmane Sonko est l'opposant numéro 1 du régime de Macky Sall, même si Idriss Seck dit que c'est le chef de l'opposition. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc,
Donc, dans une démocratie, comment on peut concéder que même les gens qui sont en face, les gens du pouvoir, de fortes personnalités du pouvoir, disent clairement que si Sonko participe à la présidentielle, il peut gagner. Mais comment dans une démocratie, la démocratie étant le gouvernement du peuple, comment dans une démocratie, on peut écarter le chef de l'opposition, écarter son parti politique et espérer pouvoir gagner et gérer confortablement. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Si on le fait, on ne fait que le fait que on retarde la crise. On ne fait que différer la crise. Celui qui sera président en 2024, sans Ousmane Sonko, sans le parti de Ousmane Sonko, sans beaucoup de Sénégalais, il peut être confronté à beaucoup de problèmes pour diriger le Sénégal. Donc, il faut qu'on sache raison garder. Le jeu démocratique, c'est un jeu. C'est d'abord un jeu. Le jeu doit être plaisant. On doit être contradictoire. On doit se dire la vérité. On doit être féroce dans la plus grande courtoisie, mais qu'on laisse tout le monde participer à la présidentielle et que les Sénégalais auront la latitude de choisir le leader, le président, en toute sérénité. Je pense que c'est ce qui s'est fait depuis longtemps, même s'il y a des hauts et des bas pour la démocratie sénégalaise, c'est ce qui doit se faire pour que le Sénégal reste une démocratie. Absolument. Sinon, on ne vit pas en démocratie, mais on vit autre chose. Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit sérieux. Absolument. Donc, si je vous comprends bien, Ousmane Sonko, même s'il est éliminé par des subterfuges juridiques formels, donc il peut être un candidat virtuel en imposant son messianisme politique, sa popularité pour un autre candidat. Donc, c'est un leurre de dire que Amadou Ba a un boulevard tout tracé avec l'éviction d'Ousmane Sonko, entre guillemets, par la corruption de jeunesse. Bon, je pense que même ceux qui le disent n'y croient pas. On ne peut pas, si ce n'est pas aussi linéaire, ce n'est pas parce que Ousmane Sonko ne participe pas à la présidentielle, c'est ce qu'ils disent, que Amadou Ba a un boulevard pour être président de la République. Mais même si Ousmane Sonko n'était pas candidat aux législatives, et je pense qu'on oublie ça. Il n'était pas candidat aux élections législatives. Et vous avez vu ce qui s'est fait. On a même élu des députés qu'on ne connaît pas. Donc, les Sénégalais sont assez conscients d'une chose. Ils peuvent régler leurs problèmes dans les urnes. Je pense qu'il faut qu'on leur permette de régler leurs problèmes dans les urnes. Il y a une colère. Il y a des partisans de Macky Sall qui sont avec Amadou Ba, mais il y a d'autres qui ne sont pas avec lui. Et la tendance, c'est ce qu'on montre, ce qu'on voit. Les gens, ils mettent plus en exergue le président de la République que le candidat du président de la République. Ça, beaucoup. C'est aussi mon analyse. On voit que les gens, bon, c'est vrai que Macky Sall, il a dit que c'est bon, en Wolof, Mofitané. Donc, c'était peut-être pas le candidat idéal, mais je pense que c'est le candidat qui s'imposait et on l'a choisi comme candidat. Mais cela ne veut pas dire qu'il va... On parle souvent d'appareils et autres, mais s'il ne s'agit que d'appareils, Abdoulaye Wade n'allait pas perdre le pouvoir. Absolument. S'il ne s'agit que d'appareils, Abdou Diouf n'allait pas perdre le pouvoir parce que le Parti socialiste avait un appareil. Donc, une présidentielle, c'est tout d'abord la rencontre entre un homme et son peuple. Mais on a senti, tout le monde a senti, y compris le camp du pouvoir, tout le monde sent que l'actuel candidat, Amadou Ba, ne fait pas, entre guillemets, le poids. Bon, je n'irai pas jusqu'à utiliser l'expression amorphe comme l'a utilisé Souleymane Jules Diop, mais tout le monde sait qu'il lui reste beaucoup de choses, il lui reste du chemin à faire pour lier tout cela. Mais je ne peux pas imaginer comment au Sénégal, en 2024, Amadou Ba peut être élu au premier tour de la présidence. Ça, je ne peux pas l'imaginer. Et je pense que nous sommes nombreux à ne pas imaginer un tel scénario. Donc ce n'est pas aussi évident. Le boulevard dont on parle, je pense que ça doit être un boulevard imaginaire. D'autant que même Aminata Touré, l'ancienne Premier ministre, a critiqué le fait que le nombre de parrainages qu'on a dit que c'est Amadou Ba qui a obtenu ces parrainages. Il y a quelque chose qui est incohérent selon elle.
Oui, bon, moi pour ce cas précis, je dis que c'est la presse, normalement. Bon, moi, j'ai fait du fact-checking. Quand on avance des chiffres, il faut avoir des preuves. Ça, c'est et puis, on sait que, bon, à la presse, il y a une certaine manière de donner de l'information. Je peux comprendre un journaliste qui met les propos d'Amadou Ba dans sa bouche. Amadou Ba, en tant que candidat à la présidentielle, s'il veut, il peut dire qu'il a 5 millions de parrains, il a 10 millions de parrains. Mais on met ça entre guillemets, c'est lui qui le dit. Mais quand un journal prend la responsabilité de dire qu'Amadou Ba a 3 millions de parrains, ça, je pense que ça, ce n'est pas du tout prudent. Et je pense qu'il y a une certaine... Le journalisme nous offre beaucoup de précautions. On peut donner l'information sans pour autant s'engager comme ça. On le met dans la bouche d'Amadou Ba qu'il a 3 millions de parrains. Ça, c'est son problème. Parce que c'est comme à la lutte, je donne l'image de la lutte. Les gens, quand ils vont à l'arène, ils disent que nous sommes plus forts, nous sommes plus beaux, nous sommes plus magnifiques. Ça ne pose pas de problème. Ça, c'est la déclaration et qu'il en assume les responsabilités. Mais un journal ne doit pas prendre ses responsabilités, ses chiffres ou agents comptants, et puis ne pas s'exposer comme ça inutilement. Même il y a une propagande. Je comprends une propagande, mais quand on fait une propagande, il faut le minimum de subtilité. Il faut le minimum de subtilité. Mais mon réconfort dans tout cela est que les Sénégalais aussi, de plus en plus, ils surveillent la presse. Bon, bien sûr, il y a des excès. Bien sûr, il y a des affirmations gratuites. Bien sûr, il y a des injures et autres, des attaques qui sont inqualifiables contre la presse. Mais en démocratie, quand des Sénégalais, quand des citoyens surveillent la presse et sont souvent capables de distinguer la bonne graine délivrée, ça aussi, c'est un bien pour la démocratie sénégalaise. Il faut qu'on encourage ça. Parce que moi, je vois des VAR sur TikTok, les réseaux sociaux. Je me dis que, bon, on est bien surveillé, hein, comme pour paraphraser le film. Non, et puis c'est très bien. C'est très bien. Il faut qu'on se sente surveillé. C'est bien. Et ça nous permet de faire davantage des efforts. On fait des efforts, mais ça nous permet de faire davantage des efforts. Et puis, ça nous permet de savoir que nous n'avons pas le monopole de l'information et de la manipulation. Dans les réseaux sociaux et autres aussi, ils informent, ils manipulent. Et puis, les gens sont aussi intelligents, peuvent donner leur point de vue. Ils ne sont pas là pour gober toutes les informations ou bien même pour accepter une certaine manière de traiter l'information. Ça, c'est bon pour la démocratie sénégalaise. Moi, je peux être d'accord sur tout. Par contre, je ne suis pas d'accord sur des attaques personnelles, je ne suis pas d'accord sur des injures, mais tant que c'est une confrontation dans les idées. Moi, je suis tout à fait d'accord, même si c'est rigide, même si c'est difficile, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'on se confronte sur des idées avec la plus grande courtoisie possible. Parce que c'est ça le Sénégal. C'est ça le Sénégal, c'est ça la démocratie, et que c'est ce qui fait avancer les choses, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités, même si on est journaliste, il y a beaucoup de choses dramatiques qui se font dans la presse. Nous exposons, nous faisons beaucoup de bêtises, pardonnez-moi du mot, mais il faut que les gens aussi... Justement, on va revenir sur la question de Mamles Camara, on va revenir sur, entre guillemets, les bêtises de notre corporation. Nous sommes presque tous responsables. Justement, on parlait d'Amadou Ba. Bon, Macky Sall, il va partir, c'est le second et dernier mandat. Il y a Amadou Ba, vous avez expliqué, et aussi Ousmane Sonko, le candidat presque virtuel. Et par rapport à la séquence politique des autres potentiels candidats, Idrissa Seck qui a rallié le camp du pouvoir, Karim Wade qui est au Qatar, Khalifa Ababakar Sall qui est presque comme un syndrome de Stockholm par rapport à ses anciens ravisseurs. Est-ce qu'ils sont devenus des momies politiques, ce trio-là? Et aussi, si vous pouvez aussi parler de Diomaye Faye aussi. La séquence politique de ces trois personnalités politiques et le cas Diomaye Faye, pour faire un peu de prospective. Je ne vais pas utiliser l'expression momie politique, mais je dirais que je commence par Idrissa Seck, parce qu'il était arrivé deuxième à la présidentielle de 2019. Je pense que, et puis dans les circonstances, il y avait beaucoup de polémiques autour de lui, son fameux Baka, Maka et autres, mais quand même, les Sénégalais ont voté pour lui et il est arrivé deuxième à la présidentielle de 2019. Donc, il est venu juste après Macky Sall.
mais son ralliement lui a beaucoup porté préjudice. Ça aussi, c'est un constat. Son ralliement a été mal vu par les Sénégalais. Pour quelqu'un qui s'opposait au président de la République avec beaucoup de hargne, avec beaucoup de verve, son ralliement a surpris plus d'un, et son ralliement même a surpris beaucoup de ses collaborateurs, à l'image de Déthié Fall et autres qui ont fini par partir. Je pense que ça, c'est clair. Et d'autres qui sont partis après son ralliement. Et beaucoup de Sénégalais aussi qui ne comprenaient pas pourquoi Macky Sall, Idrissa Seck est parti vers le président de la République, Macky Sall. Donc ça l'a diminué. Ça, c'est un constat. C'est un constat qui est fait. Si vous voyez les locales, il a perdu Thiès, il a encore perdu aux législatives, ce qui n'était pas imaginable. Même si ce n'était pas des élections qui le concernaient directement, il a perdu de manière symbolique, même juste dans son bureau de vote, comme on le dit. Et donc ça, il est diminué. Aujourd'hui encore, on ne parvient pas à lire correctement ce que veut faire Idrissa Seck. Parce que c'est vrai qu'il a cette stratégie du silence. Il se tait, en bon moment, il revient, il s'éclipse encore. On ne sait pas. Alors que les gens, la politique, c'est avant tout de l'animation. Même s'il ne faut pas trop en faire, mais c'est avant tout de l'animation. C'est avant tout montrer aussi, même s'il n'est pas là, il a des lieutenants, des gens qui peuvent parler et puis qui peuvent indiquer la ligne à suivre. Mais malheureusement, le constat fait, on ne voit rien. Mais tout cela ne veut pas dire qu'il est mort politiquement. Parce qu'il souvent, il renaît souvent de ses cendres, mais lui aussi, on ne peut pas dire de manière claire. Et puis, les gens peuvent, ceux qui disent qu'il lui sera très difficile d'avoir son score de 2019 dans ces conditions. Il lui sera très difficile d'avoir son score de 2019 dans ces conditions. Bon, comme en politique, il ne faut jamais dire jamais, il faut être aussi très dans l'analyse et observer, voir ce qui se fera. Mais il lui sera très difficile d'avoir le score de 2019. Il y a l'engouement qui était autour de lui en 2019. Oui, avec une belle coalition en 2019 quand même. Il avait quand même une belle coalition composée de fortes personnalités aussi. C'est ce qui n'est pas évident aujourd'hui, parce que même beaucoup de personnalités de cette coalition sont devenues des candidates déclarées à la présidentielle 2024. Et puis lui-même, il est diminué par son ralliement et par son silence souvent qui est un peu curieux, parce qu'on ne peut pas être silencieux comme ça, ne rien dire. On ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas. Il est difficile à cerner. Oui, c'est ça. Donc, pour Khalifa Sall aussi, je pense que l'engouement, il était un peu revenu en force avec Yewwi Askan Wi. Il était le sage, président de la conférence des leaders, celui qui parlait, qui était respecté et tout, qui a aussi bénéficié de l'engouement autour de Ousmane Sonko, il faut le dire. Absolument. Parce que ce qui est à l'origine de Yewwi Askan Wi, c'est Ousmane Sonko, parce que c'est l'affaire suite beauté, c'est à la suite de l'affaire que tout cela ça a été formé. Parce qu'avant Yewwi Askan Wi, il y avait un regroupement pour la défense de la démocratie. Avant, il y avait Askan Wi, avec les Y'en a marre et autres. Finalement, après ça, on a créé Yewwi Askan Wi parce qu'il y avait un rapprochement entre les différents leaders. Khalifa Sall a beaucoup profité de ça, de cet engouement autour de Yewwi Askan Wi, de cet engouement autour de Ousmane Sonko, qui était devenu de plus en plus populaire. Et curieusement, même s'il a été victime d'accusations, et les accusations l'ont grandi au lieu de le mettre à terre. Donc, Khalifa Sall a beaucoup bénéficié de ça jusqu'à une date récente avec le problème entre Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. Je pense que ça a été un tournant décisif
qui a fait que, surtout avec son fameux Nabokorek, l'essentiel est de participer, qui a été décisif, le truc du dialogue politique, tout ça, on a parlé de tous ces rebondissements dans le livre. Et donc, c'est ce qui a fait Khalifa Sall a de la peine à se retrouver et d'une partie de l'opinion. Maintenant, il y a le parrainage, il faut qu'on passe le stade des parrainages. Après le parrainage, il y a une présidentielle, il y a une campagne électorale. Après la campagne électorale, on verra ce que ça va donner. Mais Khalifa Sall, il peut participer, il peut peut-être avoir un score qui peut être raisonnable, mais on ne pense pas qu'il puisse créer la surprise en 2024. Quant à Bassirou Diomaye Faye, il y a une incertitude autour de lui. Il y a une incertitude autour de lui. Parce que lui, il est en prison. Il a un handicap. Sa candidature, le fait qu'il soit désigné comme candidat, il y a une portée un peu émotionnelle. Parce que voilà un gars, je l'ai écrit dans le livre aussi, voilà un gars qui a été victime de la crise démocratique. Je pense que parce qu'emprisonner quelqu'un pour avoir écrit un texte quand même, ça il est le symbole des dérives démocratiques. Il est le symbole des dérives démocratiques. Parce qu'en démocratie, on ne peut pas emprisonner quand même quelqu'un 6 mois durant, 7 mois durant pour avoir écrit un texte, soit disant qu'il a attaqué des magistrats, alors que nous sommes nombreux à lire le texte. Et beaucoup, même son leader, avait partagé à l'époque le texte, mais cela ne valait pas la peine d'être d'un emprisonnement, surtout 6 mois de prison. Ça, ce sont les donc tout cela fait que les gens ont de la sympathie pour lui, et aussi avec son caractère, avec aussi son crédit personnel. Il a un crédit personnel parce qu'il est numéro 2, ou bien qu'il fait partie du moins du cercle très restreint autour de Ousmane Sonko. Et qu'il est visible, qu'il a été visible dans la presse, mais son handicap est qu'il est en prison. Mais est-ce que c'est stratégique vraiment de faire de lui un candidat alors qu'il est en prison? Est-ce que ça c'est stratégique politiquement? Oui, ce que je comprends, bon, je ne suis pas dans les secrets des dieux, je ne suis pas dans les secrets de Pastef, mais j'observe. Ce que je comprends est que il y a 2 possibilités. Ousmane, il y a toujours 3 possibilités. Bon, même s'il y a une mince, un mince espoir autour de Ousmane Sonko, parce que même vous avez vu les affaires juridiques et autres, ces fiches de parrainage, la Cour suprême et tout, il y a plein de rebondissements autour de lui, et il y a de minces possibilités qu'il soit candidat à la présidentielle de 2024. Ça, c'est trop mince. Les Pastef s'est dit qu'il va mettre en avant Bassirou Diomaye Faye, qui est en prison, mais qui va chercher des parrains. Même s'il est exclu, comme je l'ai dit au début, même s'il est exclu, c'est lui qui viendra après lui. Il peut avoir beaucoup plus de force que Bassirou Diomaye Faye, il peut avoir beaucoup plus de force que Ousmane Sonko. Parce que s'il est exclu, ils ont aussi d'autres possibilités de faire le parrainage avec les élus. Donc, il y a toujours une possibilité pour Pastef d'avoir un candidat à la présidentielle de 2024. Et celui qui sera désigné candidat à la présidentielle de 2024, après, si Bassirou Diomaye Faye, bien sûr, est éliminé, ou bien si on refuse sa participation, il peut être beaucoup plus fort sur le plan stratégique, parce qu'il peut bénéficier de la colère des Sénégalais, qui vont se rendre compte qu'en réalité, ce qui intéresse le pouvoir, ce n'est pas seulement le fait d'écarter Ousmane Sonko, mais aussi c'est le fait de tout faire pour que Pastef n'ait pas un candidat. Ou bien s'il a un candidat aussi, il va avoir un candidat qui ne pourrait pas gagner. Et ça peut arroser la colère. Ça peut permettre aux Sénégalais, avec une bonne communication, et vous savez, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tout, les gens, 2 jours, 3 jours,
ils vont changer complètement de camp. Maintenant, tout le monde parle de Bassirou Diomaye Faye. Dans 5 jours, 6 jours, on peut complètement changer de camp pour parler de notre candidat. Et ce candidat peut à chance égale, ou bien peut avoir plus de chance avec les autres, avec Amadou Ba et les autres candidats de l'opposition. Donc, il est clair que Bassirou Diomaye Faye, il est capable d'être président de la République parce que il est avec Sonko, ils sont des inspecteurs, bon, ils ont le même parcours, le même parcours académique, ils ont le même parcours politique, ils se ressemblent beaucoup, et puis lui, il est là. C'est presque son clone politique, hein? C'est presque son clone politique, comme tu le dis. Donc, s'il n'a pas de chance, s'il est écarté, ils peuvent choisir un autre candidat. Je pense que c'est ça la logique de Pastef. C'est ce que je comprends. C'est ce que je dis à travers les actes posés. C'est ce que me donnent mes observations, même si peut-être je peux me tromper. Oui, c'est la perspective politique. Hein? Justement, mais et Karim Wade, vous avez élagué peut-être Karim Wade. Karim Wade, c'est une fiction politique, on ne comprend plus rien à son affaire. Non, Karim Wade, tu as vu, je l'ai oublié, ouais. Parce que lui aussi, il se fait oublier. Parce qu'on ne peut pas faire de la politique, sans être présent. Il faut être présent. Même s'il n'est pas présent physiquement, mais il peut bien être présent virtuellement. Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Parce qu'il y a le silence d'Idrissa Seck, mais Karim Wade, c'est carrément l'éclips, quoi. C'est l'éclipse, quoi. Mais je n'arrive pas à comprendre. Moi, Marcel, toi, tu es en France. Tu introduis des Sénégalais qui sont ici. Donc, le monde, ce n'est même plus. Le monde, ce n'est même plus quand on dit le monde, c'est un village. Ce n'est même plus un village. Le monde est devenu une case. C'est ça. Donc, il peut s'exprimer de là où il est. Il peut parler aux Sénégalais, il peut parler à l'Afrique. Pourquoi il ne le fait pas? Je pense qu'à quelques mois de la présidentielle, s'il vient aussi, qu'est-ce que ça va donner? Je pense qu'il faut être aussi sérieux. En 2019, on l'attendait. Même si les proches, soi-disant proches, ils disaient que Karim Wade, il sera bientôt là. On l'a attendu jusqu'au jour du scrutin, on ne l'a pas vu. Finalement, le PDS a boycotté la présidentielle. Aujourd'hui aussi, nous sommes à quelques moments de la présidentielle. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, même si on dit qu'il a déposé sa caution. Mais aussi, il faut qu'il parle aux Sénégalais s'il veut être président de la République. C'est pourquoi moi, je ne parviens pas à donner du sérieux au cas Karim Wade. Tant qu'il ne s'exprime pas, tant qu'il ne dise pas clairement ce qu'il veut, on ne peut pas se mettre à parler autour de lui. Je pense que ça je peux pas le faire. Et je n'ai même pas les moyens, pour parler de la candidature de Karim Wade. Parce que lui-même, il ne nous donne pas les outils pour décrypter sa candidature. Absolument. Mame Goor Ngom, on a connu mai 68, hein, on a connu aussi 88 avec les voitures brûlées et les chaînes de vélo de Ablaye Wade. 93 aussi avec l'assassinat du juge Babacar Seye Rahimahullah. Et dernièrement, les événements très violents du 23 juin 2011 et de février aussi mars 2021. Est-ce qu'on a le droit d'être inquiet? Le Sénégal serait sur un volcan éteint qui peut faire éruption à n'importe quel moment. D'autant que dans votre livre Billet de départ, il y a un chapitre Manœuvre et combat. Et aussi le chapitre dans ce même billet de départ qui est intitulé Alerte. Oui, je pense qu'on ne finit pas d'alerter, mais malheureusement, les alertes ne sont pas audibles. Ou bien les gens ne veulent pas entendre. Il y a un texte même dans le livre qui ne sont pas étudiés, ils sont aveugles. Et je pense qu'un aveugle qui n'est pas conscient de son état peut être victime d'accident. C'est ce qui arrive au Sénégal. C'est ce qui arrive au Sénégal. On a connu des moments douloureux, comme tu l'as cité, il y a 88, il y a 93, il y a 2011. On pensait que cela ne se reproduirait plus, mais on a connu 2021 quand même.
morts, beaucoup de morts, des dégâts immenses. Et le président avait dit qu'il avait compris et que ça ne se reproduirait plus jamais. Malheureusement, on connaît 2023. Ça a été beaucoup plus violent. Il y a aussi des morts, beaucoup de morts. Donc, c'est un échec. C'est pourquoi aussi on parle du départ biaisé du président Macky Sall. Je pense que quand on a connu juin 2011, les Sénégalais chantaient Nyali Banya devant l'Assemblée nationale. Absolument. Les Sénégalais, je pense qu'ils n'étaient pas, ceux qui étaient là-bas, ils n'étaient pas forcément des partisans, des militants. Mais ce sont des Sénégalais. Moi, j'étais là-bas. J'ai vécu ça en tant que journaliste et en tant que Sénégalais tout court, des gens qui quittaient le bureau, qui venaient à l'Assemblée nationale parce qu'ils voulaient une autre manière de gérer la cité. Ils n'étaient pas forcément avec Macky Sall, ils n'étaient pas forcément avec un autre opposant, mais ils étaient là parce qu'ils étaient des Sénégalais, cette majorité silencieuse qui est là et qui veut voir le Sénégal s'épanouir, qui veut voir le Sénégal progresser, et sur tous les plans. Aussi bien sur le plan des infrastructures, sur le plan du développement, mais sur le plan démocratique. Je pense qu'on appelait ça de tout neveu. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. On s'est rendu compte que les choses vont de mal en pis. Et ce qui est plus dramatique, c'est que quand, à quelques mois de la présidentielle, il n'y a aucune visibilité sur les candidatures, pas qui sera candidat ou qui ne sera pas candidat. Bon, on sait qu'il y a le parrainage. Bon, ça mais on sent qu'il y a des affaires judiciaires autour des candidatures, qu'il y a des révélations par-ci, par-là. Il y a une volonté très remarquée de freiner la démocratie qui ne vit pas bien au Sénégal, qui n'est pas tellement à l'aise au Sénégal. Et ça, ce sont les institutions qui sont indépendantes qui le disent, des organismes internationaux des droits de l'homme qui le disent. La démocratie sénégalaise est en train de boiter. Si on voit que... Même Reporters sans frontières. Oui, je l'ai mis dans le livre. 22 places en arrière par rapport au classement précédent. Je pense que ça c'est assez ahurissant pour le Sénégal, pays de démocratie. On disait, comme le disait un éditorialiste en 2012, c'était une fable démocratique. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette fable démocratique est en train de montrer un visage hideux. Et ça, il faut s'alarmer, il faut alerter, il faut continuer d'alerter. Ce qui s'est passé en 2021, ce qui s'est reproduit en 2023, peut bien se passer encore si on y prend garde. Absolument. Absolument. Mame Gor Ngom, peut-être ça va être un peu de l'émotion. Un mot sur le doyen Mame Less Camara, paix sur son âme, qui incarnait vraiment l'éthique et la déontologie chevillée au corps, une personnalité que nous respectons beaucoup. Aujourd'hui, avec la crise de la presse, comme vous le mentionnez dans le chapitre 6, mal de la presse, vraiment un mot sur Mame Less Camara et aussi le mal de la presse, ce chapitre de billet de départ. Oui, il y a un chapitre qui est consacré à la presse sénégalaise, mal de presse, et un hommage à Mame Less Camara. Et je pense que même ce livre est un hommage au regretté Mame Less Camara, comme je l'ai mis. D'accord. C'est une référence, j'ai dit, c'est une référence qui nous a montré ce qu'on doit faire en le faisant. Important. Il nous a montré ce qu'on doit faire, mais il l'a fait parce qu'on l'a observé faire. Il n'avait pas cette duplicité ambiante, il n'avait pas ce double visage. Beaucoup donnent des leçons, beaucoup sont comme Mame Gor, ils donnent des leçons alors qu'en réalité, ils font autre chose. Mais lui, il faisait ce qu'il nous demandait de faire. C'est pourquoi il a mérité cet hommage. Beaucoup plus, des plumes beaucoup plus valeureuses ont rendu hommage à ce grand monsieur qui a beaucoup fait pour la presse sénégalaise, qui a formé des centaines de journalistes sénégalais et africains,
C'est pourquoi le CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, porte son nom. C'est tout à son honneur et je pense que là, le président de la République est à remercier et à féliciter parce qu'il a bien vu de donner à Mamles Camara ce nom. Ce qui est rare. D'ailleurs, bon, je l'avais souligné à l'époque, il était rare de donner un nom à des instituts comme le CESTI, parce que c'est rare quand même à l'université. Mais Mamles Camara, quand même, il mérite tous les honneurs, parce que c'est quelqu'un qui a marqué la presse sénégalaise. Il a fait faire et il a montré le bon chemin. Je pense que c'est une référence pour toute la jeunesse, c'est une référence pour toute la presse, et que si on suivait ses pas, je pense qu'on n'allait pas se mettre dans des chemins sinueux, avec beaucoup d'approximations, avec beaucoup de bêtises quand même, parce que les bêtises sont ambiantes dans la presse sénégalaise. La presse sénégalaise, on a l'impression qu'elle se meurt, et qu'il faut véritablement que tout le monde, bon, heureusement, il y a des assises de la presse, peut-être ils vont sortir quelque chose pour des solutions à ces problèmes de la presse sénégalaise. Absolument. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était lors d'une formation avec le Forum civil, mais la façon dont il parlait de la charte de Munich, l'éthique de la déontologie, et puis il était vraiment persuasif, que Dieu lui fasse miséricorde, Mamles Camara. Mame Gor Ngom, on commence à voir des dérives au Sénégal sur le plan confessionnel. Ça commence à quand même... On commence à en faire trop. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a encore ce pouvoir de médiation et de persuasion de nos confréries, de nos chefs religieux? Est-ce que ça ne commence pas à s'affaisser? Bon, la religion au Sénégal a été malheureusement toujours comme ça. Les gens, souvent, ils y vont avec beaucoup de passion. Souvent même, peut-être c'est irraisonnable, mais ça se comprend. Ça se comprend. Mais ce qu'on doit faire, surtout, ce qu'on doit éviter, parce qu'il y a des dérives partout. Il y a des dérives partout. Il y a des gens qui font des choses, qui disent des choses, qui sont à la limite très dangereuses sur la religion, qui font des accusations ou bien des interprétations tendancieuses. Mais ce qu'on doit faire, notre responsabilité, je pense qu'il faut que chacun essaie de voir sa responsabilité dans tout cela. Moi, je vais commencer par la presse. La presse doit savoir aussi raison garder. Je pense qu'on ne peut pas sortir n'importe quoi. On ne peut pas rapporter n'importe quoi. Si quelqu'un dit des choses qui sont aux antipodes de toute raison, il ne faut pas publier ça ou bien diffuser ça et dire que voilà, regardez, il a dit des choses graves sur quelqu'un. Ça, c'est là où on parle de la responsabilité du journaliste. Il faut savoir censurer quand même. Il faut savoir censurer. Il faut savoir dire non quand on interroge quelqu'un, s'il dit des choses, même si c'est en direct. S'il dit des choses graves, il faut savoir le stopper et passer à autre chose. Parce que ça, c'est la responsabilité. Comme je l'ai dit, nous ne devons pas être passifs, nous devons être actifs. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Au-delà de la presse, malheureusement, il y a aussi les médias sociaux sont là. Ils sont plus ou moins incontrôlés, les gens partagent n'importe quoi, les gens disent des choses qui ne sont pas du tout bien. Ça aussi, je pense qu'il faut que ça, c'est une éducation de base. Il faut que tout le monde sache raison garder et il faut qu'on apprenne aux Sénégalais, aux uns et aux autres, même peut-être dans les écoles, ce que c'est que les médias, les dangers des médias, une éducation des médias, y compris des médias sociaux. Je pense que ça nous épargnerait beaucoup de problèmes. Le Sénégal a été toujours un pays, chaque jour, il y a des gens qui disent des choses qui ne sont pas bien. Mais quand on les rapporte, quand on donne à ces déclarations une portée mondiale, quand ces déclarations deviennent virales, ça pose un énorme problème. Donc, il faut avant tout des choses
pour atténuer tout cela. Ce qui atténue tout cela, c'est le fait d'éviter certains partages, même sur les groupes WhatsApp. Le fait de censurer, le fait d'avoir la responsabilité personnelle, ça c'est une responsabilité personnelle de dire non à certaines choses. Pour stopper, c'est danger. Mais quand on se précipite pour partager des informations, souvent elles ne sont pas fondées, quand on se précipite pour partager des injures, ça peut réellement des attaques, ça peut réellement poser problème. Donc il faut qu'on gère tout cela. Mais nous sommes dans le monde et dans ce monde, il y a des bons, il y a des cons. Et ça n'a pas changé. Ça ne changera pas. Ça a été ça, ça a été comme ça, ça a été comme ça depuis très longtemps. Il y a des bons, il y a des cons. Maintenant, il faut qu'on fasse tout pour que les cons ne soient pas au devant, pour que les cons ne nous imposent pas leur point de vue. Donc, moi, je me dis que je suis optimiste. Je me dis que les bons sont beaucoup plus nombreux. Donc, les bons doivent se lever pour faire face à certaines choses. Et je me dis que le Sénégal est un pays qui est peuplé de gens civilisés. Et les gens civilisés sont beaucoup plus nombreux. Il ne faut pas maintenant, les tonobites font beaucoup de bruit, il ne faut pas qu'on accepte de donner du crédit à ces tonobites. Mais quand des personnalités sérieuses, respectables, donnent des interviews à des gens qui passent tout le temps à insulter, ça c'est un drame. C'est un drame, ouais. Une personne qui passe tout son temps à insulter, on lui accorde une interview. Ça c'est un drame. Je pense qu'il faut qu'on règle tous ces problèmes pour nous éviter certains sujets. Parce que les histoires, ce n'est seulement pas les histoires au niveau de la religion, mais c'est des histoires au niveau des ethnies et autres. Mais il y a des gens qui sont là, et puis ça c'est leur gagne-pain. Dire des choses qui sont anormales, c'est leur gagne-pain. Parce qu'ils sont certains d'être relayés. Mais il faut que les relais sachent raison garder et que, pour savoir que nous sommes là, nous sommes dans une société civilisée, il y a des choses qu'on ne montre pas à ses enfants, on ne doit pas montrer ça aux enfants d'autrui. Absolument. Absolument, Mame Goor Ngom. Je rappelle que nous sommes avec Mame Goor Ngom, journaliste, auteur sénégalais, qui présente, vous nous présentez vraiment ce livre Billet de départ à la diaspora sénégalaise. Ñun tam c'est lañu bokk quoi. Mame Goor, une autre question. Bien sûr. Une autre question. Mais ils ont beaucoup acheté le livre à la diaspora. Oui, la diaspora, oui. Bon, je vous ai laissé vraiment faire des émissions au Sénégal, mais il fallait qu'on fasse cette émission pour que la diaspora en sache davantage, puisqu'on a beaucoup acheté aussi. Oui, bien sûr. Absolument. Oui, c'est ça, c'est clair. C'est ça. Mame Goor Ngom, dans votre parution Billet de départ, dans certaines lignes, j'ai lu aussi Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, le mythe est toujours vivant, bien que sur le plan scientifique, dans certaines académies, ces thèses semblent dépassées. Je ne vais pas aller jusque-là. Mais qu'est-ce qu'il représente pour vous? Pourquoi vous avez cité Cheikh Anta Diop dans le livre Billet de départ? Bon, Cheikh Anta Diop, c'est une référence incontournable quand on parle déjà quand on parle de connaissance, c'est un savant. C'est un savant. Enfant de Tchaitou moi j'ai eu la chance d'habiter à côté de lui à Tchaitou parce que notre village Kersambaka n'est pas loin de Tchaitou. Donc notre professeur d'histoire et de géographie à Bambey, il nous disait que Cheikh Anta est votre parent parce qu'il habite là tout près. Donc il habite dans un petit village là-bas à Tchaitou. Mais sur le plan des idées, il est incontournable. C'est le pharaon, c'est un pharaon. Sur le plan le pharaon noir, comme on l'appelle. Sur le plan politique aussi, il faut savoir que Cheikh Anta était très engagé. Bon, on fête son 100e anniversaire de sa naissance en 2023. Mais sur le plan des idées, c'était un opposant à Senghor et un grand opposant, très engagé, qui demandait aux intellectuels de s'affirmer et de faire de la politique. Bon, je lis juste le passage du livre où Cheikh Anta, c'était en novembre 1979, dans son journal Taxaw numéro 18. Il dit: tous les intellectuels, tous les patriotes doivent comprendre que le combat que nous menons en ce moment est le leur. C'est le combat qu'il importe de mener avec ténacité pour que l'ère des menaces grotesques, de la crainte, de la peur sous ses formes variées, économiques, physiques, soit révolue. Il a écrit à Taxaw. Il revient pour dire que si des Bokassa et des Idi Amin Dada ont pu exister en Afrique, c'est parce que des intellectuels et des cadres africains ont abdiqué les responsabilités
ont préféré ronger des os au lieu de s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire de la sauvegarde des droits imprescriptibles du citoyen, pensant que cela présentait moins de risques. Les intellectuels, tous les citoyens lucides, doivent opposer une résistance morale à l'arbitraire, poursuivait le leader du Rassemblement national démocratique. Ma conclusion est que rien n'a changé. Jusqu'ici, on voit des intellectuels qui se disent fonctionnaires et autres, ça ne les intéresse pas, ils ne se sentent pas concernés. Quand on arrête les gens, ils se disent non, c'est pas grave. La diaspora, beaucoup de membres de la diaspora bougent, mais il y en a certains qui se disent bon, ils sont à l'aise, donc c'est pas grave. Donc, on gère nos petites parcelles. Chez Antel, c'est vrai qu'il avait les moyens de croiser les bras, mais il demandait à tous les intellectuels, à tout le monde, à tous les citoyens de se sentir concernés. Parce que quand on dit que je ne suis pas concerné, il y arrivera un jour que forcément, on est concerné, directement ou indirectement. Donc, j'ai tenu à citer chez Anta Diop, parce qu'il a beaucoup lutté contre Senghor. Il a aussi été victime de restrictions, d'injustices. Heureusement, à la fin, l'université porte son nom et il y a une avenue aussi qui passe devant l'université de Dakar qui porte son nom. La réhabilitation. Réhabilitation, malheureusement, c'est toujours comme ça. On n'a pas pu bénéficier de ces lumières. Il est parti, on le réhabilite. Maintenant, la flamme doit rester vive. Le 29 décembre 2023, chez Anta Diop aurait eu 100 ans. Donc, c'est le centenaire de sa naissance et je pense que ça mérite d'être fêté par toute l'Afrique. Ce grand savant africain, l'enfant de Tchétou, comme on le dit. Absolument. Mame Gor, comme on parlait au début de l'émission de relations internationales, c'est bien le livre de parler de façon transversale de beaucoup de choses. Pour paraphraser toujours la préface, on note une certaine déperdition ou inconscience, c'est de moi, face aux enjeux géostratégiques. Le Sénégal, par rapport aux enjeux géostratégiques, ça a toujours été un îlot de paix et de méthode expérimentale de la démocratie. Il y a beaucoup de convulsions actuellement par rapport à la France-Afrique. Il y a le Burkina, il y a la Guinée, il y a le Niger. Quelle doit être la place du Sénégalais dans ce bouillonnement géostratégique mondial? Oui, dans le livre, il s'est agi aussi de tout près chez nous. Parce que moi, je me dis que tout près chez nous, c'est la Guinée. La Guinée, c'est chez nous. Le Mali, c'est chez nous. Le Niger, c'est chez nous. Le Burkina Faso, c'est chez nous. J'ai parlé de tous ces pays. J'ai parlé aussi du Soudan, même si c'est éloigné sur le plan géographique. C'est chez nous, en Afrique. J'ai parlé aussi des relations entre le Sénégal et la France. La France et nous. Je pense que ce sont des relations un peu compliquées et tout le monde sent de plus en plus la colère anti-française. Absolument. J'ai parlé aussi de la Guinée, la tragique comédie. Je l'ai intitulé comme ça, parce qu'il y a, avec le procès de la tuerie du 28 septembre 2009, qui a été ouvert, qui est en cours et tout. Mais nos relations avec la France sont des relations très, très compliquées. Et de plus en plus, on donne raison à Césaire, au père fondateur, qui disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. C'est ce qu'il disait. Et de plus en plus, on se rend compte que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais on peut parler de la France. Il y a aussi nos responsabilités, la responsabilité de nos dirigeants. Parce que il n'y a plus de discussion qui vaille. La rupture pour des relations sérieuses basées sur un respect strict et la perspective attendue. Il faut qu'on rompe avec la France. Et il faut qu'on soit conscient que seule l'Afrique peut aider l'Afrique en se débarrassant des gangrènes fatales, en nettoyant les scories. Notre salut dépend de notre détermination à sortir de nos difficultés. Ça, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache.
Il faut qu'on soit prêt pour faire face à nos négligences, à nos insouciances, à nos imperfections, nos paresses. Il y a aussi nos biais, comme je l'ai dit, biais de départ. Il faut qu'on soit face à nos biais. À nos biais. Mais justement, cette relation, quelle est la raison? C'est l'héritage Senghor, parce qu'il y a, comme Wole Soyinka disait, Senghor est le pur produit de la civilisation occidentale française. Est-ce que ce n'est pas l'héritage senghorien? Parce que Abdoulaye Wade, quoi qu'on dise, à ces dernières heures, il a essayé quand même de rompre avec le cordon ombilical français. Bon, on accuse beaucoup Senghor. À tort ou à raison. Bon, tout le monde sait que Senghor, c'était un Français. Son parcours, un académicien, un poète, on l'accuse. Il a une part de responsabilité. Il est le père fondateur. Sa responsabilité est certes engagée. Mais Senghor est parti depuis 1981. Il a été remplacé par Abdou Diouf. Donc, Abdou Diouf a été élu président pour changer les choses. Mais il ne l'a pas fait, malheureusement. Abdoulaye Wade est venu, 21 ans après, Abdoulaye Wade est venu. Bon, il y a une rupture, mais bon, quelle rupture? Quand même, on voit ce qui s'est passé avec l'autoroute à péage, avec beaucoup d'infrastructures. Ça n'a pas du tout changé beaucoup de choses, même si au port, il y a Dubaï Port qui est venu, Bolloré qui a été chassé et autres. Mais la France, elle était présente. Oui, avec les bases aussi, peut-être les bases françaises à Ouakam. Oui, les bases, ça c'est symbolique, les bases qui sont parties. Bon, et tout, ça c'était juste symbolique. Il y avait une volonté, mais la présence française est restée en l'état sur le plan économique et tout. Et cette présence, malheureusement, ne profite pas au Sénégal, ne profite pas aux Sénégalais. Aujourd'hui, si les gens, malheureusement, et puis c'est dommage, on condamne, si les gens, la rue africaine bouillonne de Dakar à Ouaga, de Ouaga à Bamako, de Bamako à Niamey. Avec des slogans parfois hostiles même. France dégage, c'est violent. C'est ça. C'est lié à ça. C'est lié à ça. Donc, au Sénégal, les événements de février-mars 2021 ont mis en lumière ce sentiment d'éveil dans les rues contre les intérêts entre guillemets français. Donc, c'est pourquoi j'ai beaucoup parlé du sommet de Montpellier qui s'est tenu en France le 9 octobre 2021. Oui, justement. J'ai clairement souligné que Macron est dans son rôle, non pas pour satisfaire les préoccupations de cette Afrique en furie, mais pour la calmer et continuer à exploiter avec beaucoup plus de subtilité ses ressources. C'est clair que Macron, il a essayé d'appeler les jeunes africains, les activistes, la société civile africaine, les activistes et autres, mais ce n'est pas pour changer les choses. Mais le changement, peut-être que c'est à la surface, mais c'est pour mieux, pour changer d'approche, pour mieux exploiter l'Afrique. Donc, c'est à l'Afrique de prendre ses responsabilités et de suivre cette jeunesse qui en a marre de cette manière de faire de la politique. La France, on doit avoir des relations basées sur de l'équité, des relations qui ne sont pas disproportionnées. Des relations dignes avec la France et avec d'autres puissances occidentales. À ce titre, je vois parfois sur les réseaux sociaux de bons discours de Abdoulaye Diop du Mali, là. Parfois, dans ce sens, il dit des choses intéressantes par rapport au respect que doit avoir... Oui. Dans le livre, j'ai beaucoup parlé du Mali. Bon, j'ai même séjourné là-bas et j'ai fait un carnet de voyage. Oui, c'est vrai qu'au Mali, les gens sont conscients que la France devrait dégager. Il y a le nationalisme autour de tout cela. Mais bon, moi aussi, je me méfie un peu du nationalisme de mauvais aloi.
souvent c'est des proclamations, mais en réalité, est-ce que eux-mêmes, les dirigeants, ils font ce qu'ils devaient faire en réalité? Parce que souvent, c'est un certain nationalisme cache un peu de l'incompétence. Je ne dis pas que c'est le cas malien. Mais on se rend compte, moi j'ai séjourné au Mali, mais on se rend compte que les Maliens sont résilients, sont très résilients, mais il y a des difficultés quand même. Ça, c'est sûr. Il y a un manque de perspective. Ouais, il y a un manque de perspective. On ne sait pas ce que sera demain, même s'il y a des efforts par-ci, par-là avec l'armée qui a repris Kidal et autres, mais on ne sait pas ce que sera demain. Donc il y a ce manque de perspective. Au niveau de l'armée, est-ce qu'il y a, certainement, il y a des mécontents et autres. On peut assister à un Deus ex machina à tout moment, et ça peut encore bouleverser les choses. C'est pourquoi on doit être plus prudent. Ouais. Surtout avec le cercle vicieux des coups d'État. Ouais. Oui, c'est ça. Espérer un retour à la démocratie, aux institutions, parce que l'armée, quand même, il faut le dire, l'armée n'est pas faite pour diriger. Il faut que l'armée soit dans les casernes, il faut que l'armée soit sur le terrain, dans les champs de bataille, pour combattre les ennemis, surtout le terrorisme, mais pas pour gouverner. Et puis, autour de quand il y a gouvernance, il y a des rivalités par-ci, par-là, des rivalités surtout. Et des rivalités qui sont clairement identifiables. Je pense que tout cela aussi, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, autour du Mali, mais il faut aussi qu'on soit beaucoup plus réfléchi. Ça va raison garder. Et puis, il faut qu'on soit beaucoup plus serein dans l'analyse des choses en Afrique et ailleurs. Puis on a vu la Guinée est là. Il y a pratiquement plus de partis politiques. Doumbia est là, il avait promis de faire une transition. Maintenant, il y a une date qui est donnée, on ne sait pas si ça va être respecté ou autre. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes autour de ces transitions militaires. Et je pense qu'il ne faut pas leur donner un blanc-seing pour que ces militaires fassent ce qu'ils veulent. Parce que ça, ce serait une négation aussi de la démocratie. Il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Parce que la démocratie, c'est le moindre mal. Donc, mais il faut y aller, qu'on organise des élections, une élection présidentielle, et que les peuples respectifs choisissent leur candidat, leur président, et qu'on donne de la force à ce président, qu'il se donne de la force, qu'il se donne les moyens de développer les pays. Mais ce ne sont pas des militaires, moi c'est ma conviction, ce ne sont pas les militaires qui vont développer les pays. Ce n'est pas possible parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Absolument. Absolument. Mme Gorngom, avant-dernière question, vous avez été aussi rédacteur adjoint, si je me trompe, d'Africa Check, une plateforme de fact-checking, de vérification des faits. Quel regard portez-vous sur l'article qu'on prête au Canard enchaîné sur des prétendus fonds par rapport au Sénégal? Je ne veux pas nommer ou généraliser. L'article là, si vous venez à faire du fact-checking, est-ce que vous avez lu l'article et qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, moi, je l'ai dit dans une chronique publiée, d'ailleurs, le lundi. Moi, en tant que rédacteur en chef, je ne publierai pas un tel article. Parce que c'est trop léger. C'est trop léger. Et rappelons que c'est un article qui a été publié en juin. Moi, quand je l'ai lu en juin, je ne lui donnais pas trop d'importance parce que je me suis dit que celui qui a écrit ça ignore complètement les réalités sénégalaises. Et sur la forme, un article de presse, une information obéit à des critères. Mais sur la forme, cet article ne respecte pas les critères d'une bonne information. Une bonne information doit être sourcée. Comme tu l'as rappelé, j'étais rédacteur en chef adjoint d'Africa Check. Auparavant, j'étais rédacteur en chef respectif dans des journaux sénégalais. Mais un article, toi, tu le sais bien, on doit avoir une source. On doit avoir une source. Un article sérieux doit être sourcé. Parce qu'on peut, si on dit selon un diplomate marocain. Mais qui nous dit que ce diplomate existe? Selon des sources généralement bien informées. Mais n'importe qui peut écrire ça.
N'importe qui peut écrire ça. Si on écrit un article, on dit que même quand on fait du fact-checking, nous, on demande des sources. Et puis des sources vérifiées. Ça, c'est de l'information. Ce sont des critères d'une bonne information. Maintenant, les gens peuvent se dire que Canal Enchaîné, ils ont l'habitude de faire ça, ils ont des câbles et autres. Mais depuis juin, il n'y a pas eu d'évolution. Mais vous pensez que s'il y avait des évolutions depuis juin, le Canal Enchaîné n'allait pas mettre d'autres informations. Donc, c'est pourquoi je me dis que le statistique n'est pas du tout sérieux. Et puis, sur le fond, comment on peut dire que Ousmane Sonko est issu d'un, je sais pas, d'un islam local, mouride. Mais qu'est-ce que c'est qu'un islam local? C'est une formule bizarre. Mais ça c'est bizarre. Mais au Sénégal, il y a l'islam. Il n'y a pas l'islam local ou bien l'islam. Mais l'islam est universel. Peut-être il y a des confréries. Il y a des confréries. Mais les confréries ne sont pas aux antipodes de l'islam. Ah, ça, c'est sûr. Les confréries. Je pense que les fondamentaux des confréries, c'est l'islam. Ce n'est pas aux antipodes de l'islam. Les confréries font ce que l'islam recommande. Le mouridisme, ils ont cité le mouridisme. Le mouridisme, c'est avant tout l'islam. Ils à la lettre tous les fondamentaux de l'islam. Mais bon, même si, on peut voir comme dans la religion, comme partout, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent, mais ça les engage. Ça les engage, c'est de leur responsabilité. Mais quand on va jusqu'à parler d'islam local, ça c'est se méprendre des réalités sénégalaises. Et quand on voit que jusqu'à dire que ce sont des frères musulmans, et ça, tout cela est dit de manière trop légère, ce sont des frères musulmans qui auraient donné de l'argent aux mourides pour soutenir Ousmane Sonko. Ça, je pense que ça, c'est on a donné à quel mouride? L'argent était destiné à qui? Et comment les mourides, c'est quoi? C'est quoi les mourides? Les mourides, ne sont pas tout bas, les mourides sont partout. Est-ce qu'il s'agit d'un Deagle qui est passé de mode depuis très longtemps? Qu'est-ce qu'il cherche réellement? Ça, c'est à la limite insultant, même pour les mourides. Donc, moi, en tant que journaliste, je dis que cet article est trop léger et ça ne peut pas être un fondement sérieux pour des accusations sérieuses. C'est vrai que quand il y a des accusations, ceux qui sont accusés sont beaucoup mieux placés pour en parler, mais moi je parle dans le cadre strict du journalisme. L'article en question, ce n'est pas un bon article. Et des confrères qui ont repris l'article pour en parler ne font rien pour convaincre, parce que ce qu'ils disent aussi, c'est des accusations qui ne sont pas du tout fondées, qui ne sont pas basées sur des preuves irréfutables. On donne comme ça des chiffres, alors que en réalité, le journalisme, c'est universel. Moi, je peux être d'accord avec toi, je peux ne pas être d'accord avec toi. Mais si on a quelqu'un, bon, il faut quand même un début de preuve. Surtout un article de presse avec des initiales. Je pense qu'il faut qu'on soit plus sérieux. Si c'était un journal sénégalais, on allait avoir la même position. Ou bien les gens même allaient insulter le journaliste parce qu'il a fait preuve de beaucoup de légèreté. Absolument. Mame Goor Ngom, peut-être une question, c'est la dernière question. Après, je vais te taquiner un peu avec le football parce que la CAN va venir. Maintenant, avec les forces en présence, c'est Macky Sall, le président de la République, qui est le maître du jeu. Est-ce que, comme le suggère votre dernier chapitre, Espoir, est-ce qu'on a les raisons d'espérer pour qu'on ait en 2024 un bon scrutin inclusif et que vraiment que la paix continue à régner au Sénégal et qu'on ouvre une nouvelle perspective démocratique au pays de Senghor? Oui, je pense que Macky Sall, je ne sais pas s'il est le maître du jeu ou bien, mais il a la responsabilité quand même d'organiser des élections, une élection présidentielle transparente et que les Sénégalais, comme ils le font d'habitude, qu'ils aillent voter et qu'ils choisissent le candidat de leur choix. Et comme il l'a dit, il l'a répété, il a dit récemment qu'il y aura des élections transparentes. On l'espère, on attend. Peut-être dans quelques jours, il y aura
les parrainages, le Conseil constitutionnel qui va donner la liste des candidats. On espère que ceux qui doivent participer à cette présidentielle vont y participer et que les Sénégalais vont choisir le candidat de leur choix, bon, pour ne pas me répéter. Parce que c'est ce qu'on attend de Macky Sall, qui a la possibilité de sortir par la grande porte. Parce qu'il a, comme il a dit, il a renoncé au mandat, même s'il y avait de fortes pressions. Maintenant, ce qui lui reste d'organiser une présidentielle et de partir. Et tout en sachant que, même si, je l'ai dit ailleurs, même si c'était son fils qui était président de la République, lui, il est ancien président de la République. Et le président de la République, ce serait son fils, et qui va agir en toute responsabilité, non pas sous la responsabilité de son papa, mais sous sa propre responsabilité. Donc, Macky Sall, il sera ancien président de la République comme Abdoulaye Wade, il sera ancien président de la République comme Abdou Diouf, il sera ancien président de la République comme Senghor et comme tant d'autres Sénégalais. Et je pense qu'il est conscient de ça. Après la présidence de la République, il ne peut pas continuer à gérer ce pays. Donc, même s'il avait choisi un candidat qui gagne. Donc c'est à lui de prendre ses responsabilités, d'organiser une élection présidentielle transparente. Les Sénégalais vont choisir et que lui, il va aller ailleurs. S'il veut revenir, il va battre campagne et revenir. Je pense que ça, il le faut. Mais il ne peut pas continuer à diriger le Sénégal en étant un ancien président de la République. Et je suis sûr qu'il est assez intelligent pour comprendre ça. Ah, ça c'est vrai. Mais dernière question, c'est juste pour te taquiner un peu. La Coupe d'Afrique des Nations va venir, c'est en février, peut-être un mot. Et aussi votre dernier mot par rapport à la diaspora, parce que ça, c'était une présentation dédicacée et dédiée à la diaspora sénégalaise. Oui, la CAN, dans le dernier chapitre du livre, j'ai parlé d'espoir. Mais le premier texte, c'est la CAN. D'accord. La CAN, c'est bien plus qu'une victoire sportive. J'ai beaucoup parlé de la CAN gagnée par les Lions au Cameroun. Et c'était pour dire que c'est bien plus qu'un jeu. Pour reprendre le titre de notre défunt compatriote Pape Diouf, qui est décédé. Bon, l'ancien président du mythique club de Marseille. Qui se définissait comme une anomalie sympathique du football français. Sympathique, oui. Et j'ai dit dans le texte qu'il serait aux gens s'il avait assisté au Sacre des Lions au Cameroun. D'accord. Parce que c'est un amoureux du football africain, défenseur du football sénégalais. Il fait partie des premiers à croire au talent des jeunes du continent et de son pays. Il a beaucoup participé à les décompresser et à leur épanouissement. Aujourd'hui aussi, on va vers la CAN. On a gagné une CAN. Hein. Il est aux Anges, là où il est. Mais on va en Côte d'Ivoire. Mais on doit pouvoir aussi gagner la CAN en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? On l'espère, oui. Et faire un doublé, ce serait historique. Et Pape Diouf serait encore beaucoup plus aux Anges. Parce que tous les Sénégalais sont des sportifs. Tous les Sénégalais aiment l'équipe nationale. Je pense que c'est un point de convergence pour tout le monde. Quand l'équipe nationale joue, tout le monde participe, tout le monde porte les drapeaux nationaux, le drapeau national. Donc, je pense que ça, on supporte 1000% l'équipe nationale et on espère qu'on va gagner. Mais même si ce n'est pas évident parce que les gens, nous sommes très attendus en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire, bon, on a un peu des souvenirs de la Côte d'Ivoire en 1992 et autres. Donc, c'est de très mauvais souvenirs. Mais on espère qu'on ira en Côte d'Ivoire et on gagnera parce que la Côte d'Ivoire aussi, ce sont nos cousins. Hein, ce sont nos cousins. Ils nous aiment beaucoup. Nous aussi, on les aime. Et qu'ils peuvent nous laisser prendre cette Coupe d'Afrique pour la deuxième fois pour entrer définitivement dans l'histoire du foot africain. Parce que ces jeunes le méritent. Même si, bon, l'équipe par-ci, par-là, l'équipe de 2023, ce n'est pas forcément l'équipe qui a gagné la CAN récemment. Sadio Mané était à Liverpool, Koulibaly était à Naples, ils étaient dans de très grands clubs. Aujourd'hui, bon, ils ont un peu perdu de leur super banc, il faut le dire. Mais on espère qu'avec l'expérience des uns et des autres, et puis avec l'expérience du coach Aliou Cissé, qui aimerait faire
oui, El Tactico, qui aimerait faire une autre prouesse pour lui et pour la génération de 2002 et pour tous les Sénégalais. Je pense qu'on espère et on prie pour nos Lions. Absolument. Un mot pour la diaspora pour finir. Oui, la diaspora, elle est extraordinaire. On dit beaucoup de choses sur eux, ces gens qui sont dans la diaspora. Parce que nous tous, bon, en tant que Baol, j'ai beaucoup de parents qui sont en Italie. C'est les pionniers, oui, c'est ça. Bon, je pense souvent à mon cousin Famara, qui a vécu en Italie durant presque 40 ans et qui est toujours là-bas. Je pense au sacrifice consenti par les gens de la diaspora et puis leur amour du Sénégal. Parce que quand on est loin du Sénégal, je pense qu'on a l'impression qu'on l'aime beaucoup plus. C'est ça. Qu'on est toujours, qu'on souffre beaucoup plus. On souffre beaucoup plus. Parce qu'on est loin, on imagine des choses. Souvent, on imagine des catastrophes. Souvent, on veut que les choses bougent parce qu'on est confronté à des réalités là où on est. On est confronté au développement, mais aussi à certaines réalités. Même si on est bien dans la diaspora, on rêve de revenir au Sénégal parce qu'on ne peut pas s'épanouir mieux que chez soi. Et tous ceux qui sont dans la diaspora, ils rêvent de venir au Sénégal, ils rêvent d'un pays merveilleux. Et ce pays, c'est un pays merveilleux. Si le Sénégal est bien géré, il y a des gens merveilleux. On a toutes les richesses du monde. On a des ressources humaines de qualité. On a tout. Nous sommes un mendiant assis sur une mine d'or. Maintenant, les gens de la diaspora, c'est normal qu'ils veulent pousser. Malheureusement, certains aussi sont dans les excès. Mais bon, on peut comprendre par-ci, par-là. Il y a les uns, il y a les autres. Ça, le monde est ainsi fait. Mais big up à la diaspora, toute la diaspora sénégalaise, et que on rêve avec eux d'un pays meilleur pour que tout le monde revienne au Sénégal. Parce que c'est ici le berceau. On n'est jamais mieux que chez soi. Ici, il faut qu'on vienne. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on voyage. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on revienne. Mais c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, notre patrie à nous tous. Et que même le livre, bon, beaucoup de membres de la diaspora, de Sénégalais de la diaspora, ont commandé, ils ont acheté, des fois ils achètent même plus, ils commandent un livre pour acheter au plus. Tout cela, ça montre une certaine générosité et un certain amour pour le Sénégal et pour la patrie, cette patrie que nous partageons. Ah oui. Mais écoutez, et te remercier aussi toi. Oui. Et te remercier aussi toi, Massen, qui est un professionnel. Je pense et même hier, je te disais que bon, je suis impressionné par ton professionnalisme. Merci, parce que quand on prépare une interview, ça se prépare. Et il y a des questions qui sont données, il y a des orientations. Et une interview, c'est pas l'instant, c'est avant. C'est au cours de l'émission et c'est après. Et je pense que tout cela a été bien fait. Comme me le dit Sada Khan, les émissions, ça se prépare. Et je pense que ça, tu le fais bien. Tu as été au Sénégal, tu es en France. Et on espère que tu vas revenir parce que la presse sénégalaise aussi a besoin de nous tous. Ça, c'est sûr, mon frère. Écoutez, bon, vraiment, c'est vraiment gentil. Mam Gongom, c'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de Massen Diop On Air. Pour votre livre Billets de salon, on avait même fait une interview sur le site web Jantibi. Mais cette fois, avec les réseaux sociaux, le digital maintenant, c'est à la mode. Donc, c'était un réel plaisir de faire ce podcast avec vous. Merci beaucoup et bien de choses à la famille au Sénégal. Merci, c'est moi.